sortie très musclée hier du barreau du Québec qui dit s'inquiéter pour l'état de droit au Québec. L'état de droit, là, c'est une des bases de la démocratie. Le fait qu'on a des tribunaux, que le gouvernement, que tout le monde, en fait, s'y soumet, que tout le monde est égal devant la loi. En fait, c'est un peu le contraire de ce qu'on vit dans une dictature. Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec, est avec nous. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous avez l'impression que le Québec est devenu la Corée du Nord? Non, le Québec n'est pas devenu la Corée du Nord, mais un état de droit, ça s'effrite petit à petit. On se réveille pas le matin, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de tribunaux. Il faut être plus vigilant que ça. Il faut repérer ce qui sont des affaiblissements de l'état de droit, les dénoncer, parce que lorsqu'on ne les dénonce pas, il y a un effritement, un suivant et un suivant. Alors, quels sont les événements récents que vous accumulez pour faire un communiqué avec un tel titre, là? Parce que c'est pas rien de dire que vous craignez pour l'état de droit au Québec, là. Ouais, voilà. Nous, on s'oppose pas aux initiatives de réforme. On n'oppose pas une cause ou une partie. Vraiment, on dénonce des dispositions législatives qui entravent de manière significative la possibilité de faire valoir des droits et puis des opinions. Donc, d'abord, dans le projet de loi 1, dans la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, l'article 5 qui nomme une centaine d'organismes et qui disait que le gouvernement aura mis une mention dans la loi. Et bien, ces organismes-là ne pourront plus en contester la validité constitutionnelle. Et l'alinéa 2, là, intimide les administrateurs des organismes en question en leur disant, si vous le faites, malgré le fait qu'on vous l'interdit, on va vous poursuivre personnellement. Vous avez le projet de loi 2, puis vous avez entendu, je pense comme moi, le ministre Dubé hier promettre qu'il n'utilisera jamais, je le cite là, jamais le régime de sanctions qui s'y trouve. D'accord, mais pourquoi ne pas retirer ces dispositions-là? C'est des dispositions de nature autoritaire qui prévoient un régime d'inspection, de délation et d'enquêteurs qui, je vous réfère à l'article 173, là, qui peuvent ordonner à l'enquêté de ne parler de l'existence de l'enquête et de son contenu à personne sauf à leur avocat. On se croirait dans un mauvais film. Là. Depuis quand au Québec, on n'a pas le droit de parler de quoi on veut avec qui on veut? Et PL 3, par rapport à la gouvernance des syndicats, encore une fois, puis je le répète, là, nous, on se mêle pas des débats sur l'opportunité de faire des réformes ou non, ou l'opportunité de faire une grève. C'est pas ça, là. C'est que ce projet de loi-là empêche les syndicats, sur quelque sujet que ce soit, donc y compris en matière de droit du travail, de contester la constitutionnalité d'une loi. Ça vient contrecarrer leur mission de base. Nous, on est en campagne actuellement pour valoriser l'état de droit au barreau du Québec depuis le 15 septembre dernier. Et donc, on a fait un sondage, puis on a demandé aux Québécois, est-ce que vous croyez que les règles d'un état de droit sont respectées au Québec? 74% des gens nous ont dit oui. On a refait le même sondage la semaine dernière, et là, c'est 59% des gens qui nous disent oui. Je pense que les gens sont conscients que depuis le mois de septembre, le gouvernement utilise des mécanismes, des moyens autoritaires pour arriver à ses fins. Nous ne nous prononçons pas sur les fins, mais sur les moyens, sur les mécanismes, sur les sanctions qui pendent au-dessus de la tête des gens. Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci, M. Dumont. Bonne journée. Legault. Regardez, quand Legault, que je dis qu'il est perdu, là, Legault n'exclut pas la participation de militaires québécois à un conflit armé. Ça, c'est le devoir. Le Québec est en train d'effectuer un grand virage en matière de défense pour en faire un secteur économique de pointe. Alors, Legault s'en va là-dedans. Il veut obtenir sa part de milliards que le gouvernement fédéral veut investir dans son réarmement, donc des armements, des armes des États-Unis aussi. Ah oui. On veut participer à ça. Nous autres, il y a de l'argent, là. Là, on va y aller. Alors, je veux dire merci aux familles, etc. Donc, c'est ce qu'il disait. Alors, Legault n'exclut pas la participation, évidemment, des Québécois. Mais c'est le fun parce que vu l'égalité et l'équité, tout le monde égal ici, ça va être hommes et femmes ensemble. On va pouvoir aller au front. Alors, on pensait avoir moins besoin d'eux. Faut pas exclure un conflit armé qui exigerait la participation de nos militaires. On pensait avoir moins besoin d'eux dans les prochaines années, mais malheureusement, avec ce qu'on voit un peu partout dans le monde, il ne faut rien exclure. Ça, c'est Legault. Ça, c'est maintenant. Et là, c'est drôle parce que j'ai un journal syndical que je connais depuis longtemps. L'autre journal. Tout d'un coup, hein, puis ça avait appuyé un peu la CAQ aussi, mais un peu le PQ, mais Legault et la militarisation de l'économie. Oh, là, il n'aime pas ça. Michel Astin, Association québécoise des organismes de coopération internationale.
et autres membres de comités comme ça. Donc, des organismes de la société civile québécoise expriment leur profonde inquiétude face aux récentes déclarations du premier ministre Legault. Alors voilà. Orientation qui s'inscrit dans la lignée d'augmentation massive des dépenses militaires annoncées par le gouvernement fédéral représente un virage dangereux pour notre société et notre planète. Pendant ce temps-là, au Québec, on sait notre système hospitalier, ça va bien. Donc, l'hôpital de Saint-Eustache, l'unité de naissance, puis là, les médecins n'ont pas quitté pour l'Ontario encore, l'unité des naissances fermée par manque de médecins, l'hôpital de Saint-Eustache. 2 jours la semaine prochaine en raison d'un manque de médecins. 3 des 8 postes d'obstétriciens gynécologues à temps plein seraient occupés présentement. 3 sur 8. Bris de service. OK. Alors, l'équipe réduite du service obstétrique gynécologie de cet hôpital maintient à bout de bras un service essentiel, malgré l'épuisement qui ne cesse de croître, une pénurie de personnel persistante. Plan de contingence mis en place et les femmes sont redirigées vers les hôpitaux avoisinants. Et voilà. Alors, ça va bien, toute la réforme Rochon, les régies régionales de santé qu'on avait eues, les MSSS, toute la grosse structure immense, lourde, pesante. Ça a été un succès total. Mais c'est pas juste là. Là, si vous êtes sur le bord d'accoucher, là, les femmes, là, où vous avez des nièces ou vos filles, bonne chance, là, checkez-vous. Une semaine sans accouchement à l'hôpital d'Amqui. Amqui aussi, ben oui. Le manque de personnel infirmier provoque une rupture de service. Ça va bien. Comment ça qui se passe tout d'un coup depuis 2 ans, majoritairement? Les systèmes sont de plus en plus engorgés. Autre info marquante de l'actualité, l'élection de Zoran Mamdani. Alors là, c'est un véritable séisme. Les sionistes ont le seum, ils ont la rage, ils ont la haine et ils inondent les réseaux sociaux de posts faisant le lien entre la religion de Mamdani et le 11 septembre. Comme s'il y avait encore des gens qui croyaient à la version officielle et qu'ils allaient être terrifiés. Les seuls qui sont terrifiés, ce sont les sionistes. On annonce un exode de 700 000 New-Yorkais, chiffre non confirmé mais tout à fait plausible. Et au grand regret de Netanyahu, les Juifs parmi eux ne s'en vont pas en Israël, ils vont dans d'autres pays du monde. Et ils s'en vont car Mamdani a remporté une victoire écrasante sans leur appui. Certes, il a reçu les votes de certains juifs orthodoxes antisionistes et même de juifs progressistes, mais son adversaire, lui, a reçu le double de ces voix-là. En réalité, Mamdani n'a pas gagné parce qu'il est musulman, mais parce qu'il s'est positionné contre le sionisme et surtout en faveur des New-Yorkais défavorisés. Il a ainsi promis de faciliter l'accès au logement et à la nourriture et pour la plupart, cela est plus important que d'aller expier ses péchés en courbant la tête au mur des lamentations. Son programme a fuité, il prévoit de couper tout lien entre la ville et Israël, il prévoit aussi d'arrêter les soldats israéliens qui viendraient à New York et s'il était appliqué, New York deviendrait alors le plus grand bastion antisioniste de la planète. C'est une véritable catastrophe. Pour en mesurer l'ampleur, je rappelle encore que 700 000 New-Yorkais seraient en train de préparer leur départ. Je tiens à rappeler que lors des premières commémorations, M. Manuel Valls est venu me parler et il m'a dit « On savait qu'une salle de concert était ciblée ». Je m'en rappellerai toujours. J'étais stupéfaite. Enfin, monsieur le ministre, vous vous rendez compte de ce que vous me dites ? Bon, ça s'arrête là. Alors moi, s'il savait qu'une salle de concert était ciblée, il fallait protéger les salles de concert. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je l'ai toujours dit. C'est pas normal. Vous voyez, et ça m'interroge. Pourquoi m'a-t-il dit ça ? Il m'a dit ça, c'est tout. Sans plus, sans annoncer, sans m'informer davantage. Vous avez Victor Roire, qui, je pense que vous le connaissez, qui est lui-même rescapé du Bataclan, qui a pris une balle en pleine jambe et qui a dit « J'en veux à François Hollande » parce qu'il savait, il l'a dit au procès, que la filière migratoire était utilisée par les terroristes pour faire des allers-retours en Syrie et il n'a rien fait. Vous en pensez quoi ? Alors si M. Hollande le savait, c'est absolument
incroyable d'apprendre ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Il fallait qu'ils mettent des précautions. Vous savez, le risque zéro n'existe pas. Pour en être certain. Je suis pas stupide, je sais très bien que c'est impossible de savoir exactement à quel endroit il y aura une attaque de terroristes. Mais lorsqu'on sait qu'il y a un danger, il faut mettre le maximum, je veux dire, de précautions. Imaginez un pays où votre courrier personnel peut être ouvert sans mandat, où vos transactions bancaires sont surveillées et où une simple publication en ligne peut vous faire perdre votre connexion Internet ou même vous envoyer en prison. Imaginez un pays où manifester pacifiquement peut être jugé haineux. Un pays où chaque mot est observé, chaque opinion évaluée, chaque citoyen potentiellement suspect. Ce pays, ce n'est pas une dystopie de science-fiction. C'est le Canada de demain, si nous laissons passer les nouveaux projets de loi des libéraux C2, C8 et C9. Mais comme les politiciens ne violent jamais nos droits fondamentaux sans un prétexte convaincant, ces 3 projets de loi sont présentés comme raisonnables, comme des solutions à des problèmes. Mais ensemble, ils redessinent les limites de nos libertés. Mais que font ces projets de loi exactement? C2 est le projet de loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière. Derrière ces nobles prétentions de protection des frontières, C2 donne au gouvernement des droits d'intrusion dans votre vie privée, à une échelle jamais vue auparavant. S'il est adopté, C2 permettra à Poste Canada d'ouvrir votre courrier sans mandat, et sans que vous ne le sachiez. Il rendra illégal tout paiement ou don en argent comptant de 10 000 $ ou plus. Et il accordera d'immenses nouveaux pouvoirs à la police et à de nombreux fonctionnaires pour effectuer des fouilles sans mandat et pour obliger les entreprises à remettre des renseignements confidentiels sur leurs abonnés au gouvernement. C8 est le projet de loi sur la cybersécurité. Avec C8, les libéraux se donneront le droit de couper Internet à des citoyens, même sans autorisation judiciaire, au nom de la lutte contre les cyberattaques. Vous avez bien compris. Mélanie Joly, la ministre de l'Industrie à la tête de ces nouveaux pouvoirs, pourra ordonner à votre fournisseur Internet de couper votre accès au web si vous êtes désigné comme personne visée, sans contrôle préalable. Alors que le Canada s'est toujours porté défenseur de l'accès ouvert et libre à Internet en tant que droit humain, le gouvernement libéral élabore maintenant une loi qui lui permettra d'isoler unilatéralement les citoyens canadiens du monde en ligne. C9 est le projet de loi visant à modifier le code criminel pour lutter contre la haine. Quel vertueux combat! Qui voudrait s'opposer à un projet de loi luttant contre la haine? Sauf qu'ici, C9 redéfinit cette haine en termes vagues, laissant son interprétation à la discrétion de la police, des procureurs et des juges. Car C9 supprime également l'exigence actuelle selon laquelle le procureur général doit consentir à toute poursuite pour discours haineux. Cela entraînera davantage de poursuites criminelles pour des paroles prononcées ou écrites. C9 pourrait criminaliser des manifestations pacifiques simplement en les qualifiant de haineuses et criminaliser l'affichage de certains symboles jugés haineux. Avec ce projet de loi, exprimer votre opinion pourrait vous mener jusqu'en prison. Ensemble, ces 3 projets de loi, que les libéraux tentent de nous faire passer simultanément, constituent une atteinte grave envers nos libertés fondamentales. Les projets de loi C2, C8 et C9 reçoivent énormément de critiques de toutes parts, venant de journalistes, d'organismes et d'experts, autant de droite que de gauche. Pourtant, ces 3 projets de loi sont actuellement à l'étude à la Chambre des communes et s'ils sont adoptés, le Canada pourrait devenir un État policier d'ici Noël. Et ensuite, jusqu'où cette soif de contrôle ira-t-elle? Le gouvernement pourrait également réintroduire C63, la loi sur les préjudices en ligne. C63 donnerait de nouveaux pouvoirs de censure à la Commission canadienne des droits de la personne, avec des amendes allant jusqu'à 50 000 $ pour des propos offensants. Les Canadiens pourraient être punis préventivement par l'assignation à résidence, le port d'un bracelet électronique et des couvre-feux pour des crimes de parole qu'ils pourraient commettre dans le futur. La peine maximale pour l'expression de discours prohibés serait l'emprisonnement à vie. Il y a déjà des lois strictes en place pour les délits contre lesquels le gouvernement fédéral prétend vouloir nous protéger. Il n'a pas besoin d'en créer de nouvelles, qui menaceront du même coup notre liberté. Ensemble, nous devons protéger nos droits fondamentaux, et dire aux libéraux que nous ne voulons pas de leurs lois liberticides. Ce n'est pas ainsi qu'on protège une démocratie. C'est ainsi qu'on l'érode, lentement, une loi à la fois.